Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La Chine a ses routes de la soie, l'Europe son Global Gateway. C'est la réponse de Bruxelles aux gigantesques investissements de Pékin pour assurer son influence économique dans le monde entier. Une réponse à 300 milliards d'euros. Reste à savoir si cette somme reflète un véritable engagement ou si elle ne fait que recycler des programmes déjà existants. Pour en parler, je reçois Stéphane Lelux, président de Tactis, un cabinet de conseil spécialisé dans les infrastructures numériques. Bonjour Stéphane Lelux. Allez, dans vos mots, c'est quoi Tactis ? Bonjour Ali, merci de l'invitation. Alors Tactis, c'est un cabinet de conseil en ingénierie et stratégie de télécommunications que j'ai créé en 1995 et qui intervient à la fois pour la puissance publique et les acteurs privés. On est basé à la fois en France et sur le continent africain à travers 2 filiales à Casablanca et à Kigali. Même question sur Global Gateway pour le dire à nos téléspectateurs, c'est quoi ? Alors Global Gateway, c'est un programme qui a été lancé en décembre 2021, donc qui est tout jeune, en réaction aux routes de la soie, aux nouvelles routes de la soie, qui datent, elles, de 2013, donc il y a plus de 10 ans, qui ont investi beaucoup dans les infrastructures, notamment en Afrique, principalement donc sur tous les pays émergents, donc principalement sur l'Afrique. Et le Global Gateway vise à investir 300 milliards, dont 50% sur les infrastructures en Afrique. Allez, 300 milliards, c'est de la com ou ils existent vraiment ? Est-ce que l'Union européenne va décaisser 300 milliards d'euros ? Alors, c'est un peu plus compliqué. C'est toujours pareil. Quand on annonce des chiffres, après, on soulève un peu le capot. En fait, c'est de l'effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe va à la fois aller chercher des dons, à peu près une quinzaine de milliards, donc des dons sans contrepartie, on va dire. Ensuite, non, elle va offrir des dons. Donc, oui, ça va être des dons qui vont être assemblés avec à la fois des prêts bonifiés, comme on dit, c'est-à-dire des prêts à des taux particulièrement bas et des durées particulièrement longues pour éviter un surendettement des pays. Et puis, par ailleurs, des garanties, puisqu'en fait, ces garanties sont très importantes pour pouvoir protéger aussi les investisseurs privés qui prennent des risques dans ces pays. Donc en fait, c'est un assemblage de ces trois. Dans le 300 milliards d'argent public sorti, décaissé par l'Union européenne, il y a combien ? Il y a 15 milliards. Non, il y a un peu plus, aux alentours de 80 milliards directs. Et puis après, c'est des effets de levier. Donc c'est le privé après ? Ou de la dette, de la dette qui est portée par des banques. Ça peut être des banques de développement, comme la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement. Voilà, c'est des soutiens à des financements que ces agences et ces banques vont apporter à la fois aux États et aux porteurs de projets privés. On dit qu'il y a des projets qui ont été lancés avant 2021, création de Global Gateway, qui sont labellisés maintenant Global Gateway. Alors ça fera écho peut-être à d'autres questions sur la durée de mise en œuvre d'un projet, mais c'est clair qu'il y a certains projets qui étaient en gestation avant décembre 2021, qui aujourd'hui rentrent effectivement dans le scoop de Global Gateway. Qui gère cet argent ? Est-ce qu'il y a un guichet unique à Bruxelles ? Alors, on a créé un team Europe, ou une équipe Europe, comme on aime le dire ici en France, qui finalement tourne autour d'une direction générale qui s'appelle INPA, alors c'est International Partnership, qui est un peu le chef d'orchestre de ce programme, mais qui s'appuie finalement sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire toutes les agences de développement nationales qui sont présentes sur notamment les pays émergents et aussi les représentations de l'Union européenne. Donc, lancé en 2021, 50% pour l'Afrique, à peu près 150 milliards. On est en 2023, concrètement. Combien de projets sont sortis de terre ? Trop peu, vous me direz, trop peu parce que déjà, on parle de projets de qualité, puisque l'Europe va chercher évidemment à qualifier ces projets et pas prendre le tout venant. Donc on va avoir, et c'est normal, des procédures avec un certain nombre de critères qui font que c'est pas si simple de monter un projet. Et puis aussi, la deuxième raison pour laquelle ces projets sont trop peu nombreux pour l'instant, c'est que les pays bénéficiaires sont pas suffisamment dotés de compétences pour pouvoir élaborer ces projets. Et mais pourquoi pourquoi ils n'ont pas les compétences vis-à-vis de l'Europe, mais vis-à-vis de la Chine, ils signent. Enfin, je ne comprends pas ce décalage.
C'est une très bonne question. En fait, on est dans une situation assez asymétrique. Les Chinois, quand ils arrivent, par exemple, dans un pays émergent, arrivent à la fois avec le financement, mais aussi pratiquement préfabriquer des projets qu'ils leur proposent avec les entreprises. Donc, avec les entreprises chinoises. Oui, vous n'arrivez pas face à un financement, vous arrivez face à un catalogue. Un package. Donc, voilà, un package. On vous propose un catalogue. Tiens, vous voulez faire des routes, vous voulez faire des réseaux fibre optique, vous voulez faire des réseaux électriques. Et on a là la liste des entreprises qui peuvent les faire. Et d'ailleurs, si vous voulez faire appel à notre financement, vous devez faire appel non seulement à ces entreprises, mais aussi à ces projets qu'on a préqualifiés. Expliquez-moi pourquoi on ne le fait pas. Alors, on ne le fait pas parce qu'on est dans une logique de souveraineté respectueuse des États africains, en se disant notamment, c'est à eux de nous décrire leurs priorités. Et là, il y a une difficulté, c'est qu'il y a cette émergence de la définition en fait, des priorités et de l'accompagnement des projets. Ça, c'est la première raison. Et donc là, je pense qu'il y a probablement besoin d'accélérer l'accompagnement à l'émergence de ces projets. Et puis, deuxièmement, nous ne soutenons pas des initiatives purement privées au niveau de Bruxelles aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un projet émergent d'un partenaire étatique ou public. Est-ce qu'on ne construit pas des usines à gaz, nous, alors que les Chinois sont plus simples, plus directs et pas que les Chinois, vous le dites aussi, les Américains aussi sont plus efficaces. Alors, depuis notamment l'arrivée de l'administration Biden, on voit qu'effectivement, les Américains sont beaucoup plus proactifs sur ces régions, et en particulier sur l'Afrique. Les Chinois ont pris de l'avance depuis plus de 10 ans et sont beaucoup plus pragmatiques. Et je pense que, sans fabriquer d'usine à gaz, je pense que Bruxelles a effectivement mis en place des processus qui sont trop stricts et qui nécessitent de réviser probablement avec ces agences de développement la façon de soutenir par des appels à projets ou par l'accueil de propositions spontanées de filières, comme c'est le cas, parce que moi je représente aussi la filière française des infrastructures numériques. Donc vous discutez avec Bruxelles, voilà, avec cette direction. À ce titre-là, au titre du comité stratégique de filière français des infrastructures numériques, qui représente 13 000 entreprises dans le secteur des infrastructures numériques, que ce soit la fibre optique. Par exemple, on oublie qu'on est leader mondial des câbles sous-marins en France. On fabrique à Calais pratiquement un tiers des câbles sous-marins mondiaux. On est parmi les leaders dans la 5G, on est parmi les leaders aussi dans le satellite, dans la fibre optique. Donc on a beaucoup d'atouts à faire valoir. On est leader, mais on n'arrive pas à pénétrer ces marchés. Oui, parce on n'est pas efficace, franchement. Là, comment vous décrivez l'efficacité chinoise ? Alors, vous parlez de souveraineté. Donc, les Chinois ne respecteraient pas la souveraineté de ces pays et nous, on voudrait la respecter ? Non, je pense que c'est deux façons différentes d'aborder cette question de souveraineté. Je pense que les Chinois, peut-être, sont plus pragmatiques, se posent peut-être moins de questions en amont en fait, finalement, ils sont dans un mode d'échange assez simple qui est de dire je propose, je n'impose pas, vous prenez, vous ne prenez pas. Nous, on est plutôt dans une dynamique qui est plus de laisser émerger les initiatives. Vous voyez ? Donc, c'est une nuance. Ouais, on est d'accord que ce n'est pas une question d'argent, parce qu'on aurait l'argent. Alors, ce n'est pas une question d'argent et en même temps, c'est une question d'argent. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre les industriels européens aujourd'hui et notre filière et les industriels chinois et leur filière, c'est que eux arrivent avec le soutien clé en main de ce package dont je parlais tout à l'heure. Et nous, on est un peu en retrait, et pour faire un projet, on va mettre 2-3 ans, quand les Chinois, en 6 mois, ont signé un contrat. Ouais. Et ils font aussi du copier-coller. Il ne faut pas oublier qu'ils vont avoir moins de réticence à reprendre un projet qu'ils ont vendu dans un autre pays pour le plaquer, peut-être sans trop étudier les conditions propres au marché local. Donc je disais, vous êtes en discussion avec le projet Global Gateway à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une vraie place aux entreprises dans ces discussions ? Est-ce que l'approche n'est pas trop bureaucratique à Bruxelles ? Alors je pense que Bruxelles a pris conscience de ce biais et notamment a lancé des appels à projets. L'an dernier, on a eu des projets notamment qui ont été impulsés par ces appels à projets, mais ils sont encore trop peu nombreux. Et d'avoir probablement au niveau européen la possibilité d'accueillir des offres clés en main, ce qu'on appelle des contrats liés ou des prêts liés, à la fois avec un financement et une liste d'entreprises, ça c'est quelque chose qui, dans la mentalité libérale bruxelloise, n'a pas encore franchi complètement le Rubicon. On est d'accord, voilà. Les aides liées ou les projets liés, c'est-à-dire on vous donne un financement, mais attention, vous prenez nos entreprises, ça c'est pas encore dans la mentalité. C'est pas encore dans la mentalité et c'est pas encore dans l'application. Ouais. Et est-ce que ça avance quand même ? Est-ce que vous leur dites ça ?
en tout cas, on est écouté. On ne peut pas dire le contraire. Et on n'a pas encore converti complètement toute la mécanique. Mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Le problème, c'est que le temps passe. Nous sommes dans une période où l'Afrique a un retard fabuleux en termes d'infrastructures. On estime qu'il y a 100 milliards d'euros d'investissement à mettre en place dans les infrastructures numériques d'ici 2030. Donc c'est demain. Et le Global Gateway, il a planifié ses investissements d'ici 2027. Donc le temps va passer vite. Donc c'est là où on a besoin de changer de rythme. Dernière question. Investir en Afrique, ça rapporte ou pas? Bien sûr que ça rapporte, et ça rapporte à plusieurs titres dans le domaine des infrastructures numériques en particulier, puisque c'est une infrastructure qui est particulièrement, on va dire, transversale, qui va aider à atteindre les objectifs de développement durable, qui va aider la population à se soigner, qui va aider la population à s'éduquer. Et donc ça, du côté des pays, ces infrastructures sont extrêmement productives de richesses directes et indirectes. Pour l'Europe, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons des atouts extrêmement importants. Nous sommes parmi les leaders mondiaux. Ça crée des opportunités d'emploi. Il faut savoir que pour déployer la fibre en France, on a créé 40 000 emplois ces 10 dernières années. Une grande partie de ces emplois peut être, on va dire, tournée vers l'export si on réussit à rentrer dans cette dynamique, notamment d'accompagnement des projets émergents. Merci beaucoup Stéphane Leluxe pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.